Is simplicity best, or simply the easiest? The narrowest path is always the hardest. To walk on barefoot for me, suffer some misery. If you want my love, if you want my love. Bonjour à vous tous, vous êtes bien sur Edith de Nantes, chaîne de vidéos. Alors ça se voit pas comme ça, si vous débarquez là-dessus et que vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller dans la section à propos et de jeter vite fait un œil aux quelques visuels. Vous êtes sur une chaîne qui parle, on va dire, d'une certaine forme d'originalité, qui pour l'instant n'a rien à voir avec ces images-là. C'est une chaîne consacrée au travestissement. Je suis un homme, la quarantaine, je suis tombé dedans assez jeune, quand j'avais 11 ans. J'ai vécu 20 ans dans un placard, j'ai vécu 5 ans en extérieur et j'y suis retourné au placard depuis maintenant 5 ans. Et dans tous les cas, je n'en suis pas mort, même s'il y a quelques anecdotes savoureuses là-dessus. Je ne suis pas sous chimie et je n'ai jamais eu besoin d'aller, depuis des années, expliquer ma vie pour comprendre les conflits inhérents à ma petite enfance ou autre chose, à un psy ou ce genre de choses-là. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Alors, cette vidéo est un podcast, ça fait partie de ces séquences un peu plus longues, où je parle de certains sujets, avec 2-3 idées principales. Vidéo très utile pour les écouter en mode radio. Voilà, ce sera la même image, quelque chose d'assez contemplatif. J'aime bien les images contemplatives en général, et j'ai trouvé que cette petite virée à la mer il y a quelques mois de ça était l'écrin idéal pour vous parler de ce que j'ai à vous parler aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous le répète, je vous invite vraiment à la découvrir un petit peu. Ça peut être un peu déroutant comme concept, mais en tout cas, comme je dis toujours, c'est déconcertant mais jamais décadent. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui? C'est pour sortir un peu du cadre classique des vidéos scénarisées avec des sketchs, des effets, des musiques, des choses comme ça. Là, c'était pour vous parler d'une thématique un peu particulière. Et là, je m'adresse entre guillemets aux consoeurs comme Bibi, donc des hommes qui aiment pratiquer une sorte de travestissement ou de transformisme de temps en temps, de façon plus ou moins assumée. Comme je le dis souvent, non, ce n'est pas forcément une tare ou une déviance, ça peut au contraire être un passe-temps, une passion, un art de vivre, ça dépend comment vous vivez la chose, si vous l'êtes vous-même, si vous connaissez des personnes qui le sont. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, donc c'est délicat de rentrer un peu dans les détails, mais gardez en idée globale que c'est une vie des plus originales et qui entraîne de temps en temps des petites périodes de solitude plus ou moins longues, plus ou moins violentes. C'est vraiment un monde à part, on va dire. Et là aujourd'hui, si je vous fais donc cette séquence, c'est pour vous parler de quelque chose d'assez pointu. Enfin, c'est pas si pointu que ça. À travers une anecdote, je vous disais tout à l'heure que ça peut éventuellement tuer. À travers une anecdote, je vais vous raconter comment je suis passé d'un mode dans ma vie, à savoir j'adore ça, je ne peux plus le faire, je commence à en déprimer, je crois qu'il faudra peut-être que je me fasse aider, à non, je pense que je peux encore pouvoir le faire, et encore une fois dans le respect des autres et sans être dans le militantisme acharné, le pléonasme, dans la victimisation ou ce genre de délire. Pour faire très simple, je vous refais rapidement le tableau, je vous l'ai fait tout à l'heure. On tombe dedans assez jeune en général. Et au début, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Surtout quand ça vous arrive à une époque où il n'y a pas encore l'internet grand public. Je suis né dans les années 80. Je suis tombé dans le travestissement quand j'avais un peu plus de 10 ans. Et dans les années 90,
les seuls travestis qu'on voyait au cinéma, c'était dans des films pas franchement grand public, entre guillemets. C'était Le Silence des Agneaux, c'était Seven. Et ça me terrorisait un peu en me disant, je risque de finir comme ça un jour, puisque je tombe déjà dedans, quoi. Bon, bien évidemment, les premières années, vous vous en doutez, on fait ça en cachette. Et des années après, vous découvrez, grâce notamment à l'Internet, que vous n'êtes pas seul. Et puis vous conversez avec des personnes qui sont un peu comme vous, à des degrés plus ou moins différents, à des degrés à la fois de passion, perversion plus ou moins fréquentables, aboutis. Encore une fois, c'est toute une série de curseurs. On se sent moins seul. Et puis petit à petit, on prend un peu confiance et on dépasse le principe ce qu'on appelle le travesti de salon, hein, celui qui ne sort jamais de chez lui, à des petits débuts de sorties timides. C'est classique au début, hein, c'est en pleine campagne, en pleine nuit. Ensuite, c'est toujours en pleine nuit, mais c'est dans votre quartier, à des heures improbables, pour être sûr de croiser le moins possible de personnes. Et puis un jour, vous prenez un peu plus sur vous et vous êtes capable de faire des soirées avec d'autres personnes. Vous faites une sorte de coming out et vous pouvez le vivre de façon beaucoup plus épanouie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et chose qui est Encore une fois, il n'y a pas d'études statistiques là-dessus, mais je dirais... Alors déjà, c'est une niche, hein, ce type de concept, entre guillemets, le travestissement. Qui plus est, faire des vidéos qui parlent de ça, d'une façon un petit peu détonnante, on va dire. Et parmi cette niche, il y a ce qu'on appelle une niche de niche. Quelque chose qui peut être un peu tabou quand on discute avec un travesti de base, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le fétichisme. Alors fétichisme, on parle d'une notion assez particulière, car le travestissement est très souvent associé à du fétichisme, et vice-versa, du moins pour les hommes qui le pratiquent. C'est beaucoup moins répandu chez les femmes, par exemple. Encore une fois, on n'a pas de stats et de chiffres là-dessus, mais pour 10 personnes qui font ça, il y en a 9 qui sont des hommes, et une qui est une femme. Enfin bref. Non, ce qui est très particulier, c'est que les deux sont intimement liés. Bon, je vous épargne les détails, hein, mais forcément, dans le travestissement, on retrouve une notion liée à l'habillement, à certaines matières, à des choses comme ça, et qui peuvent avoir un lien avec le fétichisme. Le fétichisme, on le rappelle, c'est le fait d'avoir on va dire, c'est une pratique sexuelle qui tourne autour d'un objet en particulier, qui est la source du fantasme. On appelle ça le fétiche. Donc c'est pas de la magie noire, hein. C'est juste que le fétiche est considéré comme... il peut prendre l'aspect d'une situation, d'une personne, d'une partie du corps, d'un habillement, d'une matière particulière, et en général c'est des fois le mélange de tout ça. Des choses très connues comme le BDSM, le sadomasochisme, sont des univers qui tournent autour. Pour avoir testé un peu tous ces petits trucs-là, voilà, j'ai pas de tabou là-dessus, je sais exactement qui je suis par rapport à ça, et ce n'est heureusement pas trop prégnant dans ma vie. Et sans mauvais jeu de mots, en tant que travesti, c'est pas plus mal, parce que quelque part, ça aide à se connaître mieux. À connaître mieux justement son corps, sa sexualité, ses envies, ses fantasmes, ses désirs, et aussi les choses qu'on aime qu'un peu, voire qu'on n'aime pas du tout. Et vous me croyez pas, il y a quelque chose qui revient très souvent. Après, c'est ma théorie, mon point de vue, hein. On va pas hésiter à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Même si... Alors, j'accepte aussi les insultes. J'y réponds toujours avec le plus grand plaisir, limite un peu sadique, parce que j'adore avoir le dernier mot. Et j'y réponds toujours. Mais si vous êtes vous-même une personne qui pratique le travestissement, si vous êtes quelqu'un qui connaît bien ces milieux-là, de près ou de loin, votre point de vue m'intéresse également. Et n'hésitez pas à le partager pour le reste, entre guillemets, de la communauté. Donc, il y a quelque chose, encore une fois c'est ma théorie, qui revient souvent avec le travestissement, c'est le fétichisme.
Je n'ai pas connu ça sur les débuts, mais au bout d'à peu près 10-12 ans à être bercé là-dedans, je me suis intéressé à tout ce qu'on appelle, en tâtonnant, hein, parce que ça vient pas du jour au lendemain, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le phénomène pardon pour cet anglicisme, du total enclosure, qu'on pourrait traduire par couverture totale, intégrale. C'est le fait d'être enlacé dans une matière. Le truc le plus caricatural qui revient souvent, ce sont les fétichismes liés au latex ou au cuir par exemple, ou également peut-être aussi un peu dans une moindre mesure au nylon ou à la soie. À savoir des tenues plus ou moins couvrantes, plus ou moins intégrales, de la tête aux pieds en général, incluant des gants, des bas, des cagoules, des choses comme ça, des combinaisons, qui recouvrent intégralement le corps et qui l'enserrent plus ou moins d'une façon, on va dire, enveloppante. J'ai découvert ça quand j'avais le début de la vingtaine. Je vous épargne les détails. J'en ai absolument pas honte, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. C'est quelque chose qu'au début, oui, est un pur fétichisme. Il y a une excitation par rapport à ça. Mais c'est comme le reste du travestissement, sans pour autant aller jusqu'à de la transidentité. Au bout d'un moment, c'est un peu plus que ça. Oui, j'aime bien porter des tenues que la morale dément, on va dire. Je le fais de façon plus ou moins codée sur la chaîne. Il y a toujours des petites séquences un peu loufoques, un peu amusantes, où moi ou d'autres personnages apparaissent dans ces tenues-là, mais ça en reste un peu gaguesque. Là, c'était pour vous dire que c'est pas un coming out, hein, mais voilà, j'ai toujours aimé ça. Et bien, un peu plus heureusement de ce côté fétichisme pur, il y a bien évidemment l'aspect esthétique. Le corps ainsi enveloppé dans ce type de matière, surtout un corps féminin, qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de matière-là procure une sensation pour la personne qui le porte et éventuellement pour une personne qui le voit. Il y a une forte notion d'esthétisme, même si bien sûr c'est connoté sexuel, mais pas obligatoirement. Et c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant très longtemps. Je pratique encore un petit peu, mais à un degré bien moindre. Je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez dû le voir si vous suivez attentivement la chaîne, ou si vous ne les avez pas vus, je vous les recommande chaudement. Ce sont les vidéos sur les salons de l'érotisme enregistrés à Rennes en 2023 et 2024, où on m'y voit déambuler justement dans ce type de tenue. Comment vous dire? Être passé de quelques années à ça, ce sera jamais pour ma gueule, jamais j'aurai le courage de le faire en public, à les fameuses vidéos en question, il s'en est passé du temps. Après, ce qui est bien aussi, clairement j'adore ça, hein, je vais pas vous dire l'inverse, mais ça reste quand même, alors pas forcément onéreux, mais d'un point de vue technique c'est assez contraignant. Et c'est quelque chose qui est bien de faire une fois de temps en temps. Et si possible dans des endroits entre initiés, entre guillemets. Oui, vous amusez pas à faire ça en plein milieu d'un centre urbain. Vous allez au-devant de sacrés déconvenus. Bref, blague à part, c'est quelque chose d'assez original. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas, ou que j'ai très peu pratiqué en faisant du travestissement, entre guillemets, grand public. Quand je dis grand public, c'est être en extérieur, à savoir sortir du salon. Ça peut être des soirées en boîte, ça peut être faire ses courses ainsi, dans son propre quartier ou ailleurs. Ça peut être dans des conventions de super-héros de type cosplay ou autre. Ça peut être dans des soirées privées, ça peut être dans des salons, etc., etc.
Et il y a quelques années de ça, je me suis découvert une passion assez étonnante, mais qui là, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas du travestissement. C'est ce qu'on appelle du snorkeling. Le snorkeling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire ce qu'on appelle une sorte de randonnée, alors non pas aquatique, mais on va dire une randonnée palmée. Alors ce n'est pas de la plongée, c'est rester en surface. Vous faites ça dans la mer. Vous pouvez le faire également dans des fleuves, mais c'est très dangereux à cause de certains courants. Vous pouvez le faire également dans des lacs et des étangs, mais étant donné qu'il n'y a pas de courant justement et que l'eau n'est pas brassée, en fonction des périodes de l'année, vous pouvez plus facilement choper des saloperies, de type bactéries ou autres. Donc l'idéal, c'est de le faire dans la mer. Et encore, avec toute une foule de paramètres. Maîtriser la météo, connaître les coefficients de marée, la force du vent, si vous savez à peu près sur quelle tranchée aller pour que la marée soit plutôt haute. Trouver des endroits où vous pouvez vous insérer dans l'eau et ensuite en revenir. Connaître les fonds, voir si c'est un coin à rocher ou pas. Bref, une foule de paramètres. Mais une fois que vous maîtrisez tout ça, c'est réellement passionnant, puisque vous êtes en surface et vous pouvez nager grâce à la technologie. En général, des palmes, un masque spécial de type, un tuba de base, ou mieux, vous savez, les masques Décathlon, là, ce qu'on appelle les Easy Breath, qui englobe tout le visage et qui vous permet en fait de respirer de façon un peu plus sympathique qu'avec un simple tuba que vous avez dans la bouche. Et c'est là qu'on y arrive, des combinaisons de plongée. Les combinaisons de plongée. C'est incroyable, qu'est-ce qu'on se sent bien dedans. Alors, je tiens à préciser, non, là c'est pas du fétichisme. Autant, oui, je reconnais être fétichiste de tout ce qui est combinaison, cuir, latex, vinyle, etc. Parce que c'est très beau et c'est très agréable. Mais comment dire, les combinaisons de plongée, non, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus dur à enfiler et à enlever. C'est plus épais. Alors certes, ça moule bien également, mais c'est quand même autre chose. Et ce n'est pas, à part certaines peut-être combinaisons de surf, ce n'est pas aussi luisant esthétiquement que du latex par exemple. Néanmoins, c'est très confortable. Et vous me croyez pas, là vous la voyez, vous voyez juste une petite partie en fait du personnage avec un bout de jambe qui dépasse. Sur ce rocher où j'étais tranquillement en train de filmer cette petite séquence. En fait, c'est tout con. C'est à l'époque, donc je vous l'ai dit, je suis tombé dans le travestissement quand j'avais 11 ans. Pendant 20 ans, je suis resté dans un placard parce que je n'osais pas, pour X raisons. Au bout d'une vingtaine d'années, donc au début de la trentaine, j'ai fait une sorte de coming out de travesti, auprès de la famille, certains amis, etc. Ce qui m'a permis vraiment de vivre une partie de ma vie comme je le voulais, en extérieur et en faisant toujours attention, et encore une fois, sans être dans la caricature et sans être, on va dire, de façon trop vulgaire. Voilà. Et puis, au bout de 5 ans, il a fallu que j'arrête. Pas parce que j'en avais marre, mais parce que le contexte faisait que ça commençait à devenir de plus en plus dangereux de se balader en centre urbain ainsi. J'ai un peu craqué. La seule période de ma vie où j'ai eu 2 mois de déprime, ça ressemblait vraiment à de la dépression. J'ai réussi à ne pas finir sous chimie ou sur divan. Et je me suis réfugié après dans les vidéos. Ça faisait déjà à peu près 1 an que je faisais la chaîne. J'ai une ou 2 séquences où j'en parle. J'avoue, elle est mieux aujourd'hui, même si j'ai gardé une certaine aigreur, puisque, oui, il faut le reconnaître. C'est un peu une crise d'ado pas finie. C'est comme un gamin à qui on a piqué son jouet, donc forcément, c'est un peu embêtant. Et j'ai commencé à aller vraiment mieux le jour où je me suis dit il faudrait que je trouve un sport intéressant, un sport où je pourrais me défouler d'une façon autre. Il y a toujours le jogging, le vélo, ce genre de choses là. Et il y a un sport que j'avais envie de faire depuis des années, c'était de la natation. Enfin, le comble du comble, Edith allait aussi à la pistoche. Un maquillage waterproof, un maillot de bain, une pièce gainant, un bonnet couvrant pour les cheveux, 2-3 artifices, ça passait.
Et pareil, je pouvais nager grâce à une petite paire de palmes et un masque, comment dire, de type Décathlon là, qui couvre bien tout le visage. J'en ai fait de ces choses. J'en ai fait de ces choses, mais bref. Et ben même ça, je ne pouvais plus le faire. Et puis un jour, de fil en aiguille, à force de me renseigner sur des forums à droite à gauche, je me suis dit, tiens, si je faisais du snorkeling. Bon, pour ça, on peut pas le faire toute l'année. Et il faut un peu plus qu'un simple maillot de bain, on va dire. Et c'est là qu'interviennent les fameuses combinaisons de plongée. Bon, je me suis documenté avant pour savoir lesquelles choisir. J'en avais déjà une depuis des années, mais elle était beaucoup trop, on va dire, elle était beaucoup trop peu épaisse, notamment si on veut s'en servir toute l'année. C'est très pratique éventuellement l'été quand il fait très chaud, quand l'eau est déjà une certaine bonne température, pas en plein hiver où elle est beaucoup plus froide. La combinaison que vous voyez là, par exemple, c'est une 7 mm et demi d'épaisseur. On n'a pas froid dedans. Clairement, on n'a pas froid. À moins de rester en mode stationnaire dans l'eau un long moment, on n'a pas froid. Il en existe aussi de mi-saison qui sont dans les 5 mm et d'autres effectivement qui sont plus légères qui sont entre 3 et 1 mm. Voilà. Donc avec ça, on n'a pas froid. Et vous me direz, mais c'est quoi le lien avec le travestissement, etc. Eh ben, c'est tout simple. Alors non, je ne fais pas de mon snorkeling une forme de fétichisme. Non, c'est tout bête. Je me suis dit, quitte à avoir des combinaisons, en l'occurrence un minimum moulante, parce que vous avez deux types de combinaisons en fait, de plongée, de snorkeling, etc., de surf et autres. Vous avez les combinaisons dites humides, ça signifie que dès que vous entrez dans l'eau, l'eau se glisse entre la combinaison et votre peau et reste bloquée. Donc, votre corps reste au chaud. C'est le fait d'être coincé entre la chaleur de votre corps et la combinaison qui fait que vous n'avez pas froid. C'est ce qu'on appelle une combinaison humide. Et vous avez les combinaisons dites sèches, où là, en général, on les reconnaît très vite. Les combinaisons humides sont plutôt moulantes, voire très moulantes. Les combinaisons amples, elles, mais en fait je vous l'ai dit, les combinaisons sèches sont très amples. Voire certaines ressemblent à pas grand chose, que personnellement j'aime pas trop. Et c'est vraiment conçu pour de la plongée autre, de la plongée professionnelle, visite d'épave, maintenance de sites industriels, de plateformes pétrolières, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment pas pratique. La combinaison humide, qui est plus moulante, est idéale pour ce type de sport, à savoir le snorkeling ou la plongée en eau pas trop profonde non plus. Et c'est là où ça devient marrant, entre guillemets. Je dois être vraiment une des rares personnes au monde à faire ça. Et j'aime beaucoup, puisque c'est à la fois un petit challenge personnel, une petite vengeance sur le fait que voilà, j'ai arrêté, je peux plus le faire à ma convenance. Je pratique mon snorkeling dans des combinaisons de coupe féminines. Et oui, croyez-moi pas, toutes les combinaisons que j'utilise sont des coupes F, de modèle F. Et vous allez trouver ça vraiment étrange. Je trouve le concept tellement dingue. Alors non, je ne l'ai pas poussé à son extrême. Et je ne pratique pas de travestissement quand je fais ça. Je ne me maquille pas. Je ne me fabrique pas une fausse poitrine. Je ne truque pas ma taille ou mes hanches. La combinaison en elle-même, portée à même la peau, quand elle est de bonne facture et de bonne taille, fait déjà le travail. Et non, je ne ressemble pas à quelque chose d'assez bizarroïde. De toute façon, quand on regarde bien, la plupart de ces combinaisons-là sont de modèles un peu uniformes. Les silhouettes féminines sont légèrement un petit peu plus saillantes, un petit peu plus sculptées, entre guillemets. Mais c'est tellement drôle. Ça m'a permis, entre guillemets,
Alors j'étais déjà sorti de ma période de dépression, mais ça m'a permis, 2-3 ans après, de continuer à faire vivre le personnage, mais là encore de façon pas ostentatoire. C'est pratique, ça me permet de vivre la chose à fond, et de me dire voilà, je suis dans mon petit délire, entre guillemets, certains diront une tare ou une déviance, mais en même temps, encore une fois, ce n'est pas trop visible, ce n'est pas trop vulgaire, et à moins d'avoir l'œil, il n'y a que Bibi qui le sait. Je fais ça depuis des années, depuis à peu près 3 ans maintenant, j'ai dû me faire peut-être une cinquantaine, une soixantaine de séances comme ça à la mer. Et jamais, à aucun moment, on m'a fait une seule fois la remarque mais vous avez une combinaison de femme, c'est une combinaison féminine, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Aussi original que ce soit, voilà, quoi, c'est... Vous allez me dire, c'est... Quel est l'intérêt de faire ce genre de truc-là? Il n'y en a pas, en fait, quelque part. C'est peut-être même, comme diraient les jeunes, malaisant. Mais que vous dire de plus? À savoir, oui, j'ai fait ça, oui, je le fais, ça dérange personne, il n'y a que moi qui le sais. Il faut vraiment regarder de près pour se rendre compte. Et surtout, je dirais que ça m'a sauvé la vie. Si vous êtes une consoeur comme Bibi, alors non, je vous recommande pas forcément de faire ça, parce que c'est quand même un petit budget. Accessible, mais c'est comme un budget. Et dans tous les sens du terme, peut-être que, enfin, dans tous les cas, c'est peut-être pas quelque chose qui vous attire. Mais c'est pour vous dire que, en gros, quand on prend le temps d'y réfléchir, la vie trouve toujours un chemin. This park was not built to cater only for the super rich. Everyone in the world has the right to enjoy these animals. Sure, they will. What, we'll have a coupon day or something. Yes. Quand on prend le temps d'y réfléchir, on se dit qu'on a toujours la possibilité de trouver des solutions face à un problème donné. Il y a un problème, il va falloir raisonner en solution. Comment je fais depuis des années pour ne pas être frustré de ne pas vivre à fond une passion que je considère comme pas trop décadente, et si elle est faite correctement, elle peut même être, on va dire, je dirais, enrichissante, pour une certaine forme d'équilibre, pour ne pas devenir quelqu'un de définitivement frustré, d'aigri, de tout ce qui va avec. Je me suis adapté par rapport à une situation qui m'était très, très défavorable, et je l'ai joué un peu finement, en me projetant sur du long terme, en me disant, voilà, je me suis bien amusé pendant 5 ans, ça va être de plus en plus dur de pouvoir le faire à ma convenance. Comment faire pour continuer à s'amuser un minimum, tout en le faisant, oh là là. On la gardera pas, ça coupe. Comment faire donc pour que ce soit fait d'une façon non-voyante, amusante et, je dirais presque, permanente? Bon, alors certes, on va pas à la mer tous les jours, à moins d'y habiter et encore. Mais j'aime ce concept du j'étais face à une situation vraiment défavorable et j'ai trouvé une solution pour éviter de devenir folle. Sans jeu de mots. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me commenter tout ça. N'hésitez pas à dire si ceci relève d'une sorte de crise d'ado pas finie,
d'une gaminerie supplémentaire, d'un art de vivre subtil, d'une forme d'hédonisme plus ou moins malsain, d'une déviance ou d'une tare. Et ainsi, nous pourrons ainsi échanger sur la chose et voir si vous avez peut-être vous aussi de l'autre côté des idées dans ce style-là. Je sais pas où ça nous mènera, mais en tout cas, je pars d'un principe tout bête. Quand les choses ne vont pas, tais-toi. Et trouve les moyens, de faire en sorte que la situation puisse évoluer grâce à de puissants palliatifs, on va dire. Moi, clairement, si j'avais pas ce truc-là, et allez, de temps en temps, oui, je fais encore des conventions de cosplay, des choses comme ça, mais c'est le comble pour quelqu'un qui a baigné là-dedans pendant des années, sans jeu de mots, hein, baigné là-dedans, par rapport à ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, et cette magnifique image. Comment peut-on passer son temps à dire, chers consoeurs, allez-y, vous pouvez le faire vous aussi, puisque je l'ai fait pendant des années, et en même temps, être quelqu'un qui se cache. Comment survit-on à ça? Eh ben, en trouvant des solutions. Moi, mes palliatifs, depuis quelques années, il y en a 3. C'est le snorkeling là, dont je vous ai parlé, les fameuses combinaisons, voilà, petit délire perso. Les conventions de cosplay, les clips et autres petits salons à droite à gauche que j'adore faire, qui changent un peu, où là en plus on me voit en extérieur, et qui sont en général sans prétention quelques-unes des meilleures vidéos de la chaîne. Et bah le fait aussi de faire des vidéos où je vous parle de ces petites choses-là. On se sent terriblement moins seul. C'est quelque chose que j'ai expliqué à pas mal de personnes autour de moi, qui me connaissent bien pour la plupart. J'ai vécu, lorsque j'ai dû arrêter mon travestissement en extérieur, une forme de petite mort. C'est un peu comme perdre son enfant ou couler sa boîte. Vous êtes encore vivant, mais vous avez vécu une petite mort. Comment on y survit? Grâce à de puissants palliatifs. Faire des vidéos où j'explique tout ça de façon plus ou moins décousue, plus ou moins drôlatique. Avoir un ou deux sports assez détonnants que peu de gens pratiquent, avec un ou deux détails croustillants comme celui-là. Parce que c'est un peu ça, quelque part, le sens de la vie. C'est continuer. Dernière anecdote, vous avez dit que j'en parlais tout à l'heure, quand j'ai dit que le travestissement, ça peut tuer. Alors, je vous passe toutes les innombrables fois où j'ai vraiment failli peut-être y passer et avoir des sales quarts d'heure avec toute une série de personnes plus ou moins recommandables et surtout pas recommandables du tout. Des fins de soirée de boîte de nuit, des rixes en plein jour ou en pleine nuit, à chaque fois dans la rue, des soirées qui peuvent mal tourner, etc., etc. Quand je disais le travestissement ça peut tuer. Alors non, qu'on soit bien d'accord, quand je pratique le snorkeling, je ne suis pas travesti. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des combinaisons de modèles féminins. N'allez pas imaginer que je pratique ça uniquement pour assouvir mes fantasmes. Non, c'est juste que une fois il m'est quand même arrivé un incident un peu cocasse. C'était sur cette même plage. C'est l'extrait de début de vidéo où on voit de grandes vagues et que je vous remets là. Il y a bientôt à peu près 2 ans de ça, sur cette même plage. J'avais évoqué ça une fois dans une anecdote, dans une autre vidéo, très brève. Et bien sur cette plage-là, un jour, en faisant du snorkeling, dans ma petite combinaison de grenouille, eh bien Bibi, il a failli y passer. Vous voyez ces vagues-là? Elles ont l'air assez inoffensives comme ça. Vous vous dites, elles ont peut-être que 1 ou 2 mètres de haut. C'est une plage de surfeurs en fait. Et là, ce jour-là, alors la mer n'est pas particulièrement démontée, mais elle souffle à un niveau assez fort. Et quand on prend le temps de regarder, on voit qu'il n'y a personne dans l'eau.
Pourquoi? Tout simplement parce que ces vagues forment ce qu'on appelle des rouleaux. Et il m'est arrivé, à un moment, de me retrouver moi-même dans un de ces rouleaux de vagues, et je me suis vu partir ce jour-là. Je fais très simple, je dois être comme un chat, je dois avoir plusieurs vies, et ce jour-là, je crois bien que j'ai dû perdre ma 4e vie. Il m'est déjà arrivé respectivement, dans ma vie passée, avant cela, un tonneau, un cancer, une péricardite. Et là, ce coup-ci, c'était la 4e vie. J'ai échappé à la noyade. Ça, je vous le souhaite pas. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Vous vous faites surprendre par la vague, vous sortez la tête de l'eau, vous voyez que là, une autre vague arrive, et va vous tomber dessus, et va vous engloutir. C'était vraiment une expérience fort peu agréable, où j'ai vraiment failli y passer. Je m'en suis sorti pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pagayé, non pas pagayé, mais j'ai brassé en fait. J'ai nagé aussi vite que je pouvais. Et 2 personnes qui passaient par là au même moment se sont jetées à l'eau pour me sortir la tête de là. Ça a été assez violent. J'ai eu plus de peur que de mal. C'était quand même violent. Et depuis, je vous cache pas que ça m'a bien calmé. J'y suis retourné 3 ou 4 fois depuis. Et encore en barbotant. Ce jour-là, par exemple, j'ai juste barboté. Je n'y suis pas allé parce que je pensais que la météo était bonne. Et comme on le voit, non. Les vagues sont quand même assez impressionnantes. J'avais clairement pas envie de faire un volume 2. Mais bon, ça m'empêche pas de continuer à le faire une fois de temps en temps. Et puis voilà. Donc il faut savoir rester prudent. Comme je l'ai dit à plus d'une reprise sur cette chaîne, insouciance oui, inconscience non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Plus rien d'autre à vous dire. Cassez-vous, fly safe, ou du moins swim safe. Et j'espère vous avoir appris peut-être ne serait-ce que quelque chose d'intéressant, notamment le fait de toujours trouver une solution face à un problème quand il se présente à vous, une variante, une tangente, quelque chose comme ça, et de ne pas verser dans l'euphorie d'une passion, quelle qu'elle soit, car elle peut vous attirer bien des problèmes. C'est comme ça qu'on peut le voir. Voilà. C'était Edith de Nantes. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Et dans la mesure du possible, gardez les pieds sur terre et essayez de pas trop planer. Petit conseil d'amis. 26,50 €.